Les certitudes rendent les hommes aveugles et fous. Accordons-nous sur un désaccord. Il se passe parfois des choses bien étranges. Je suis homme de science, monsieur. Suspendons notre crédulité. Moi non plus, les sources partiales ne La marque de la Quel dommage de vivre en ces temps de scepticisme. Si vous matérialisez sous nos yeux, êtes-vous une force du mal venue abuser les humains? Non, mais je Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Cinétique, le podcast cinéma, scepticisme et esprit critique. Voilà, après toute son enquête pseudo-journalistique, David lui-même se fait vacciner. Sa femme aussi, à un moment, se fait vacciner. On en reparlera peut-être plus tard, puisqu'elle tombe malade. De quoi, on ne saura pas. Et au final, ils vaccinent leurs enfants. Tardivement pour la plus grande, mais ils donnent peut-être pas tous les vaccins obligatoires. J'ai pas noté, puis je connais pas les recommandations en Allemagne. Il n'y a pas de vaccin obligatoire, je crois. Il n'y a pas de vaccin obligatoire en Allemagne. En Allemagne, ils ont l'air d'être plus souples que pour nous. C'est le médecin généraliste semble pouvoir décider du délai, de l'âge auquel l'enfant se fait vacciner, alors qu'en France, c'est beaucoup plus strict, oui. Mais en tout cas, ils vaccinent les enfants. Donc, comme dit Vivien, c'est pas si pire. Oui. Je veux dire, après, moi, je me suis enfourné les 3 hold-up il y a quelques temps. Je veux dire, après m'être fait verser les 3 hold-up, je veux dire, c'est un chef-d'œuvre du cinéma à côté, quoi. Et ils choisissent certains vaccins administrés d'une certaine façon, de telle marque, etc., sur recommandation de leur médecin de famille, anthroposophe. Alors, c'est là où je pense que c'est intéressant d'aller voir donc la distinction qu'ils font entre 2 types de vaccins. Enfin, pas qu'ils font, mais qui est une distinction effective entre 2 types de vaccins. C'est-à-dire les vaccins vivants atténués. Donc là où on transfère, en fait, c'est les premiers vaccins, de ce que je comprends, c'était pareil avec la vaccine, etc., Pasteur, etc. Donc on inocule en fait un agent pathogène qui est désactivé ou qui est beaucoup plus faible, qui permet en tout cas à notre corps de réagir à sa présence. Donc ça, c'est un premier type de vaccin. Et il y a un deuxième type de vaccin qui est le vaccin inactivé. Alors, je ne sais plus exactement le truc, mais donc, en gros, avec un virus encore vivant dedans. C'est par exemple le virus pour la fièvre jaune. Par exemple, celui-là, c'est un virus activé. La plupart des vaccins qu'on prend en général, grippe, Covid, etc. Covid, c'est encore ARN, donc c'est encore autre chose. Mais grippe, c'est un virus inactivé, quoi. Voilà, inactivé, je sais plus exactement ce qu'il y a. En tout cas, dedans, il y a, dans ces vaccins-là qu'il y a les adjuvants, les fameux adjuvants, notamment, parce que le film y revient pas mal, c'est les sels d'aluminium, et est aussi considéré comme vaccin inactivé, justement les vaccins ARN. Donc, et alors, peut-être un truc qu'on n'a pas dit, mais je pense que c'est important de le dire, le film a été tourné avant le Covid-19. C'est très important de le dire aussi. Je pense que Arte, parce qu'on parle d'Arte, mais je pense, à voir, mais parce que forcément ils le diffusent peut-être, mais à voir les contrats, etc. Mais est-ce que Arte aurait diffusé le film avec malgré tout le Covid-19? Enfin bon, à voir. De toute façon, il est toujours sur la plateforme, donc le film n'aurait pas été le même. Voilà, et le film n'aurait peut-être pas été le même. Je voudrais pas dire de bêtises. Je suis vraiment pas sûre de moi, mais il me semble quand même que j'ai vu ce film post-Covid. Et après, mais je voudrais pas dire de bêtises. Ouais, de toute façon, étant donné la conclusion, comme tu l'as... diffusion tard le soir. Oui, voilà. Mais après, étant donné la diffusion, comme tu l'as rappelé, Adeline, la conclusion, comme tu l'as rappelé, effectivement, ce film peut être très bien vu aussi comme un moyen, peut-être, de ramener des non-vaccinés vers le vaccin. Je pense qu'il y a une double vision de ce film. C'est-à-dire, nous, on a la vision, effectivement, de faire douter de l'efficacité des vaccins, ce qui est vrai, mais je pense que toute une partie des gens qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants, ça peut peut-être les rassurer sur certains types de vaccins. Et je pense qu'en fait, le message du film peut être entendu dans les deux sens, en vérité. Voilà. Il y a à boire et à manger, tout le monde repart avec déjà ses idées. Je pense pas que ça fasse changer d'avis qui que ce soit. Après, il y a une théorie. Pardon, je t'ai coupé.
Juste, oui, je finis juste. Le film, donc la théorie du film, la théorie centrale dans le film, donc là peut-être on va beaucoup plus en parler, c'est qu'en gros les vaccins vivants atténués sont bien et que les vaccins inactivés sont pas bien. En gros, voilà l'idée du film, très basique. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est que je fais du mansplaining sur du mansplaining, c'est parfait. C'est que en fait les vaccins en fait atténués ou morts, on va dire, vont causer des problèmes. Mais si tu remets un vaccin vivant derrière, les vaccins inactivés, ça va remonter. C'est l'inverse. C'est les vaccins inactivés. Ouais. Effectivement, l'idée, c'est que les vaccins inactivés vont affaiblir le système immunitaire, mais qu'au contraire, les vaccins vivants, eux, vont plutôt le renforcer. Voilà l'idée. Et ça, après, je pourrais faire toute une chronique après sur d'où ça vient, d'où ça part, qui a dit ça, et notamment qui est dans le film et qui propose cette idée-là. Et que notamment, eh ben, ce type-là, à cette époque-là, personne, enfin en tout cas c'était, ou alors, enfin voilà, c'était pas un mec qui était, c'est pas un Perron quoi. Enfin voilà, c'est pas un charlatan quoi. Enfin à l'époque. Et les nouvelles qu'on a et que j'ai lues dernièrement sont des nouvelles très très fraîches. C'est pour ça que moi je suis beaucoup plus gentil. Enfin, je considère que voilà, ces gens se sont fait avoir. Peter Abbey et Christine Stabel, c'est ça, si je ne me gourre pas, qui avait lancé cette théorie quoi. Ouais. Et moi justement, ce truc, ça m'a fait bizarre pendant qu'il disait ça dans le film, parce que pour le moment, je suis sous immunosuppresseurs pour traiter sclérose en plaques, etc. Mais c'est autre chose. Mais donc du coup, je voulais faire le vaccin quand même. Et on m'a dit vaccin Covid, vaccin grippe, ok, c'est ok, vous pouvez le faire. Ce que vous pouvez pas faire, par contre, en étant immunosupprimé, c'est pas complètement déprimé. Ça veut dire que mon système immunitaire est affaibli, mais pas complètement out, quoi. Et donc du coup, le vaccin Covid grippe, j'ai pu faire, mais j'aurais pas pu faire fièvre jaune, tous les trucs à vaccin vivant, tu vois. Et donc, du coup, cette phrase-là, elle m'a fait tiquer dans le film, quoi. Elle me fait, mais c'est bizarre, faut que je fasse 2-3 recherches là-dessus, parce que c'est quand même vachement chelou. Ça contredit ce que je viens de vivre, en fait, quoi. Et donc, du coup, voilà, je suis tombé sur des trucs. Moi, je dirais que c'est l'argument dans le film, comme tu dis, Vivien, le plus dangereux, celui qui fait le plus peur, surtout quand t'es parent, où tu te dis, comment ça, la vaccination pourrait faire l'inverse de ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire détruire l'immunité. Donc, ouais, c'est la pire chose qui est dit dans le documentaire, parce que il y a un historique sur les vaccins qui est fait, plutôt bien, sur comment on a créé les vaccins, avec des images pas très simples d'enfants avec la polio, etc. Voilà l'historique de la vaccination. Quand même, à un moment est mise sur la table l'idée de la vaccination collective. Alors c'est pas trop dit, parce que vu qu'on est sur un truc très auto-centré, la famille, machin, on parle pas trop de l'immunité collective. Mais bon, quand même, l'historique sur la vaccination est quand même pas mal, parce que en fait, le réalisateur essaye de nous dire que lui, en tout cas, sa femme, ses amis, etc., ont un peu oublié ce que c'est d'être gravement malade, avec des épidémies qu'on n'a plus forcément aujourd'hui. Et il y a vraiment l'idée de protéger leur enfant dans tous les cas. Ça, faut quand même le préciser, quoi. Leur enfant. Et les autres, après, c'est pas très grave. Ça, c'est elle qui le dit. Mais effectivement, oui. Il y a plein de propos qui sont problématiques là-dedans. Il y en a beaucoup, effectivement. Mais ce qui est drôle, c'est quand même de voir que ils sont, malgré tout, j'ai l'impression, un peu les seuls à ne pas vacciner leurs enfants. C'est-à-dire, il y a plusieurs scènes quand même dans le film. Il y a une scène d'anniversaire où une personne refuse de venir avec son enfant parce que leur enfant n'est pas vacciné. Et qu'elle peut pas faire vacciner. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Et qu'elle peut pas faire vacciner, son enfant. Donc elle ne vient pas. Et ensuite, il y a toute cette scène, je me rappelle, dans le parc. Et dans le parc, justement, il interviewe les gens sur la vaccination, et puis la plupart des gens disent nous, on a fait vacciner nos enfants, il n'y a pas de souci. Et en fait, quand ils disent qu'ils n'ont pas vacciné leurs enfants, ils le regardent avec un regard chelou du genre c'est qui ce type-là, quoi. Enfin, ils passent vraiment pour l'extraterrestre quand même, malgré tout, quoi. C'est-à-dire que même le contexte social ne suffit pas à les faire plier, quoi. Donc voilà.
Il y a aussi des gens qui sont d'accord pour que leur enfant attrape la rougeole. Alors là, je demande à voir. Montrez-moi un parent qui serait d'accord pour que tous les enfants aient à nouveau la rougeole. Parce que beaucoup d'enfants mourraient, alors qu'avec le vaccin, ils ne meurent pas. C'est un calcul tout bête. C'est un peu facile de dire « Moi, je ne fais pas vacciner mon enfant, mais je profite du fait que les autres se fassent vacciner. » Parce que si tout le monde arrêtait les vaccins, on tomberait tous malades. Oui, mais il faut faire la part des choses et regarder le problème d'un peu plus près. Tu fais la part des choses, mais tu as fait vacciner ta fille. Peut-être pas contre toutes les maladies, mais contre les plus courantes, non? Non, elle n'est pas vaccinée du tout. Elle n'est pas vaccinée contre la rougeole, le tétanos, la diphtérie et la Non, polio? pas encore. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Pas encore. Du coup, il y a un truc hyper important qu'il faut rappeler sur ce documentaire. On l'a assez dit que c'est un truc autobiographique et tout, et pas chez n'importe qui, comme tu l'as dit, Nico, que ceci tout à l'heure. On est dans un milieu aisé, berlinois, arty. Lui, il est réalisateur et sa femme fait des musiques de films. Donc c'est pas n'importe quel milieu. Et ils ont des moyens suffisamment conséquents pour ne pas vacciner leur fille. C'est-à-dire que au début, c'est on la met à la crèche, bah oui, mais pour aller à la crèche, il faut être vacciné. Oh bah c'est pas grave, on fait appel à une nounou. C'est quand même, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des nécessités de vaccination. On le voit en parallèle avec les personnes en Guinée. Selon ton contexte social, la vaccination, c'est pas juste un choix, c'est des fois aussi une nécessité. Eux, ils ont les moyens de faire venir une nounou chez eux qui va garder exclusivement leurs enfants. Mais ça parle à qui? À une minorité de personnes. En vrai, les gens qui taffent, c'est la crèche collective, c'est même si tu as une assistante maternelle, elle va avoir plusieurs enfants de plusieurs familles, etc. Donc on est quand même dans un contexte qui fait que ils peuvent se poser la question de la vaccination, etc. C'est très... Ils sont dans une bulle quand même. Leur fille, au début, les premières années de sa vie, elle sort pas trop. Parce qu'ils ont les moyens de la garder dans un environnement, dans une espèce de bulle, où de toute façon, non, elle va pas être contaminée. C'est sûr que c'est pas pareil d'avoir un enfant qui est tranquille à la maison avec une nounou pour elle toute seule, que quand t'as ton enfant qui est à la crèche, où, bah oui, ton enfant, il va être plus malade s'il est à la crèche que s'il est tout seul. Forcément, t'as plus de possibilités d'être contaminé. Donc, le contexte social ici, il parle aussi, quoi, de pourquoi ils font pas vacciner leurs enfants. Parce qu'ils le peuvent aussi. Pour des raisons financières. Et ce qui est mis totalement en exergue avec ce qui se passe en Guinée, où là on voit bien que les gens ils se posent même pas la question de la vaccination. C'est moi j'ai pas envie que mon fils ou ma fille meure, donc bien sûr que je le fais vacciner. Et d'ailleurs c'est un truc très condescendant qu'il y a dans le film, la vision du couple berlinois face aux mamans avec leurs enfants filmés en Guinée. Il y a un truc là, ils sont filmés les Guinéens comme une masse en forme, ils sont pas interviewés. Et le mec dit même, il y a une telle décontraction dans les parents qui laissent piquer leurs enfants, ça me rend admiratif, ça me rend. Et là, mais ouais, mais mec, tu te rends pas compte que eux, c'est ça où leur gosse il meurt, quoi. Toi, t'es beau, toi, mais. Une vision très colonialiste, en fait. C'est très politique dans le film. Très énervant. Ce passage est très énervant. Je sais pas ce que vous en pensez, si ça vous avait la même chose, Vivien. Ah ouais, absolument. Bah oui. Absolument. C'est marrant de voir que les gens qui se posent des questions, qui s'inquiètent pour leur famille, qui sont censés être le plus éduqués, c'est pas eux qui ont l'attitude la plus rationnelle face aux épidémies et à la sécurité de leurs enfants. Mais c'est parce que les autres ils sont couverts par. Mais parce que eux, donc du coup, ils s'en foutent. Elle tombera jamais malade, leur fille, parce que les autres, ils sont vaccinés, donc la maladie, elle circule pas. Donc ils s'en foutent. Circule moins. C'est hyper égoïste, oui, mais enfin.
Et Voilà, c'est même dit d'ailleurs dans le film, justement, c'est rappelé par les voisins, etc., dans le parc notamment, en disant bah, votre fille, de toute façon, c'est extrêmement égoïste parce que votre fille, elle tient grâce à la couverture vaccinale des autres enfants. Donc vous laissez les autres enfants se faire vacciner pour protéger votre propre fille. Et ça les fait pas changer d'avis. Mais en fait, je dis mais en fait, lui, il a toujours voulu la faire vacciner. Hein. Je suis désolé, mais c'est elle qui refuse absolument de faire vacciner ses enfants. Et lui, il plie, il essaye de la convaincre. En fait, tout le but du film, c'est d'essayer de la convaincre de faire vacciner ses enfants. Elle, on peut comprendre pourquoi, en fait, on comprend qu'elle est elle est anti-vax parce que elle subit très mal ses vaccins. Apparemment, en tout cas. On a parlé de sa maladie tout à l'heure qu'elle a eu après sa vaccination quand elle était enceinte sur le tétanos, je crois. Enfin, voilà, elle a été clouée au lit pendant 8 semaines. Et en gros, eux, ils sont partis du principe que c'était forcément le vaccin. Les médecins qui l'ont vu lui ont dit que non, c'était pas forcément corrélé au vaccin, mais eux, oui, eux, parce que lui aussi il le dit, ils l'ont directement corrélé au vaccin, quoi. Et donc, à partir de là, mais à mon avis, elle était anti-vax largement, elle hésitait à se faire vacciner déjà largement avant. Et parce qu'il dit, voilà. Il dit qu'elle a eu d'autres vaccins, ça lui a fait pareil, en fait. Et donc, ils ont conclu à chaque fois qu'elle se fait vacciner contre quelque chose, elle est super malade. Ce qui serait possible. Je veux dire, les personnes qui sont réactives au vaccin, il y en a. C'est une infime minorité, mais il y en a. Et du coup, pas de bol, on fait un documentaire sur une personne comme ça. Donc, moi, ça me fait penser au biais du survivant. À l'inverse, du coup, je sais pas comment dire. C'est pas un survivant, mais c'est un peu le même effet, quoi. Ça peut potentiellement être un effet nocebo aussi. Voilà, quoi. Enfin, il peut y avoir d'autres. Oui, ou alors le vaccin affaiblit temporairement la personne et la personne chope un truc à ce moment-là, une sale grippe, une sale angine, un sale truc, quoi. Juste à cause du vaccin, parce qu'à ce moment-là, le vaccin l'a affaibli. Au moment où le système immunitaire va réagir, le vaccin affaiblit un peu, et donc du coup, à ce moment-là, la personne chope un truc, quoi. Pas le bol. Après, de toute façon, le film ne dira pas, en fait, il y aura pas d'explication sur réellement pourquoi elle est malade. Oui. C'est quand même une femme enceinte, t'as des soucis aussi Enfin, les choses sont différentes. Même sa sage-femme lui dit ouais, mais non, mais vous inquiétez pas, moi, le tétanos du nourrisson, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Bah oui, d'accord. Bah, moi, j'ai jamais vu des gens de ma vie qui avaient le tétanos, et pourtant, c'est déjà arrivé. Et bon, j'ai jamais vu. Enfin, je suis sûr qu'il y a plein de gens de leur vie qui ont jamais vu de gens stopper un staphylocoque. Moi, j'ai un staphylocoque à la jambe, j'ai eu un staphylocoque à la jambe. Là, oui, évidemment, les salles d'accouchement et les salles d'opération sont hyper stérilisées, mais ça n'empêche pas les bactéries d'y circuler un minimum. Et donc, du coup, si tu es vacciné en plus, vas-y, tu multiplies tes chances de pas le choper, quoi, en fait. Donc, du coup, c'est pas étonnant de pas avoir vu quelqu'un de sa vie choper un truc du nourrisson, quoi. Enfin, elle parle de sa position. Et on prend ça comme un argument, que la sage-femme, elle prend ça comme un argument pour dire non, mais faut pas trop, moi je ferai pas vacciner mes enfants. Et évidemment, c'est la sage-femme qui lui dit ça, quoi. Mais je crois qu'il y avait des études, mais à revoir, hein, bien sûr, mais qui parlaient justement du nombre de croyances, notamment autour de la vaccination, mais aussi des pratiques non conventionnelles de médecine, notamment au sein des corps infirmières et sages-femmes, sages-hommes, je sais plus si ça se dit exactement sage-homme, mais enfin voilà, dans ces catégories-là, qui sont assez développées finalement, et c'est pas la première fois qu'on en entend parler, que souvent ça va être des personnes qui peuvent renvoyer très facilement sur des théories qui ne sont pas vérifiées par les sciences et qui sont pas approuvées par les médecins notamment. Et en mettant notamment en avant leur expérience dans leur métier, et en fait en parlant avec une certaine forme d'autorité, alors que, en tout cas pour les sages-femmes et sages-hommes, il n'y a pas forcément réellement d'études de médecine derrière, quoi. Enfin donc voilà, il y a quand même ça, il y a ça qui est quand même important aussi à prendre en compte. Mais malgré tout, c'est pas tout, parce que même leur pédiatre, elle est pareille, elle est très sur les vaccins, elle est plutôt très laxe, quoi, vraiment. Alors que quand ils vont changer de pédiatre, le deuxième pédiatre, par contre, ça va pas être la même chose, quoi. Ouais. Il va direct. Il y a la gynéco, elle est plutôt
toujours en train de dire non, mais il faut vous faire vacciner, madame. Oui. Voilà, la gynéco est clean, quoi. Mais justement, on vient sur un autre sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est la question du réseau. Parce qu'on a tous un réseau, on fait tous ce truc de bah tiens, t'aurais pas un kiné, t'aurais pas un truc. Et on voit tout de suite, dès le départ du documentaire, qu'en fait, les professionnels de santé auxquels ils sont confrontés sont ceux aussi qu'ils ont choisis et qui leur ont été conseillés. Le médecin généraliste anthroposophe, elle n'arrive pas par hasard. Quand dans le commentaire, David nous dit on nous a conseillé cette pédiatre parce qu'elle est à l'écoute de ses patients. C'est pas juste ça, c'est on nous l'a conseillé parce que dans notre réseau d'amis ou je ne sais quoi, c'est aussi une bulle comme sur les réseaux sociaux. Hein. Mais je pense que oui, on va voir ce médecin-là. Hein. Et aussi, la sage-femme, il me semble que c'est la femme qui choisit cette sage-femme-là. Donc, ces professionnels de santé-là, anthroposophes et tout, ne sont pas là par hasard. C'est aussi la question du choix du professionnel que tu vas aller voir. Donc, tu peux aussi te retrouver pris dans cette espèce de bulle bulle de réseau et de communauté, je sais pas comment dire ça, mais où tu vas croiser que des gens qui vont te conforter sur évidemment le truc que tu crois. Donc ça joue aussi dans le film et ça le montre également. Et à la fin, ils finissent avec la pédiatre anthroposophe qui vaccine les enfants. Ils retournent pas voir celle qui leur dit faut vacciner. Ils vont voir celle qui... Et je pense que c'est le même réseau aussi qui va potentiellement le diriger lui dans son enquête et lui renvoyer les professionnels qu'il faut qu'il aille voir, quoi. Notamment les conférences auxquelles il va assister. Et en fait, là, il y a un espèce de potentiel biais, parce que là, on peut que le supposer, on n'a qu'une preuve, un potentiel biais dans le choix de ce qu'il va aller voir ou pas. Et en fait, quand il va aller voir les autorités de santé, c'est comme contrepoint au premier, en fait. C'est pas l'inverse, quoi. Enfin, il va aller contrôler, il va aller voir les autorités de santé pour qu'ils puissent répondre aux attaques, notamment des anthroposophes et des milieux globalement anti-vax, quoi. Donc là-dessus, c'est intéressant de voir ça, la manière, voilà, et puis la manière dont en fait les autorités de santé sont obligées de se positionner sur des discours anti-vaccins que eux ils considèrent pas du tout comme étant fiable de toute façon. Et le problème, c'est que je sais plus le nom de ce truc-là, mais en tout cas, eux, ils devraient avoir besoin de beaucoup plus de temps en fait pour contredire les vérités. Mais en fait, mis à part dire les études prouvent le contraire, en fait, ce qui fait en fait parole contre parole. Ensuite, encore une fois, c'est le réalisateur qui va choisir lui-même en fait quelle parole il préfère croire que celle qu'il préfère pas croire sans véritablement en fait en justifier, quoi. Et on va toujours en revenir à des formes aussi de suspicion envers toujours les grands laboratoires, forme de suspicion envers les comités scientifiques, parce que il y a toujours une personne qui est partie de ces comités-là pour voilà, il y a toujours en fait une certaine forme de suspicion envers les autorités. Alors que pour les médecins, certains médecins, en fait, il y a un empoisonnement du puits, quoi. Il y en a certains, on va les voir parce qu'on est suspicieux, puis il y en a d'autres, on va les voir parce que ils vont nous rassurer, quoi. Et ce qui fait, en fait, que le film fonctionne à une vitesse inégale, en fait, entre les deux discours, clairement, quoi. À aucun moment, il dit que la médecine, entre guillemets, anthroposophique, est quelque chose qui est très controversé dans la société. D'ailleurs, comme tu viens de le dire, il commence par alors je vais aller voir une convention anthroposophique, machin. Il met sur un même pied d'égalité la médecine conventionnelle, l'OMS, etc., avec des médecins anthroposophes. Ça, c'est un problème, évidemment, de comment tu mènes ton enquête. Et à aucun moment, il dit vite fait en une phrase ce que c'est l'anthroposophie, machin, truc bidule, mais non, il ne dit pas la définition de l'anthroposophie. D'ailleurs, on l'a pas fait nous non plus.
Si quelqu'un... L'anthroposophie, pour faire rapidement, c'est un mouvement sectaire initié par Rudolf Steiner, qui est un personnage très, très porté sur l'ésotérisme, qui a développé plutôt, je crois, vers la fin de sa vie, mais vous me corrigerez, enfin voilà, je suis pas un expert non plus de la question, de multiples théories autour de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, enfin voilà, il va développer la biodynamie, les écoles Steiner-Waldorf, et puis après tout un réseau en fait qui va se constituer autour de ça, les banques Nef, les produits Velleda que vous trouvez en pharmacie, je parle pas des feutres pour les profs, hein, et enfin voilà, tous ces trucs-là vont appartenir en fait à un réseau qui s'appelle l'anthroposophie, qui est extrêmement présent, qui ont été notamment dénoncés en France par Grégoire Perra, qui a fait partie de ces réseaux-là pendant toute une partie de sa vie, qui en est sorti et qui a dénoncé ce qui se passait, notamment dans les écoles Steiner auxquelles il a participé. Si vous voulez regarder comment dire, le QG des anthroposophes, c'est le Goetheanum, quelque part en Suisse allemande. Alors, c'est là où j'ai un peu nuancé, peut-être, en tout cas tenté de nuancer le propos d'Adeline, notamment sur la vision de l'anthroposophie qu'on peut avoir ici. Et peut-être, je pense qu'elle est différente en Allemagne, où l'anthroposophie est beaucoup, je crois savoir, beaucoup plus implantée, premièrement qu'en France. Et deuxièmement, alors moi je sais pas si avant Grégoire Perra, il y avait des lanceurs d'alerte sur ce truc-là. J'ai l'impression, mais c'est sans doute mon point de vue qui est potentiellement complètement biaisé là-dessus. J'ai l'impression qu'avant Grégoire Perra... Il y a la quand même qui surveille. Oui, mais j'ai l'impression qu'avant Grégoire Perra, c'était pas du tout un sujet. Et c'est venu par Grégoire Perra, qui a été médiatisé notamment dans les milieux sceptiques, qui a pas du tout été médiatisé dans les grands médias, qui a ensuite créé des associations notamment anti-anthroposophie, etc. Donc nous, on est vraiment dans un milieu très particulier sur cette question-là de l'anthroposophie. C'est pour ça que, alors je pense clairement qu'il aurait dû pousser un peu plus ses recherches sur la question de l'anthroposophie et il aurait pu trouver des choses, mais que je peux aussi comprendre que dans un milieu où en fait, peut-être dans une société où l'anthroposophie est globalement acceptée, en fait, on se pose même plus la question, quoi. De ce truc-là. Et je pense que là, il y a un biais social très fort et de distinction entre la société française et la société allemande, notamment sur ces questions-là. Alors moi je peux en parler un petit peu parce qu'effectivement moi j'ai des neveux qui sont dans une école Rudolf Steiner et effectivement ils se remettent pas du tout en question. Et moi quand je parle aux gens de ma famille qui se trouvent en Suisse, hein, que je leur dis voilà l'état des connaissances des sciences et sur quoi se base l'anthroposophie, enfin je suis un extraterrestre. Là-bas c'est complètement intégré, c'est comme chez nous la psychanalyse en gros quoi. Oui, voilà, donc, exactement. Bah, bien vu. Ouais. Très compliqué. C'est très compliqué de discuter avec des Suisses de manière critique de l'anthroposophie. Et ils vont toujours trouver des contre-arguments. Ils vont me dire oui, mais lui, tu sais, il était très agité, il était super actif quand il était petit. C'est une école qui lui a parfaitement convenu parce que c'est les profs qui s'adaptent à l'enfant. Mais pourquoi ? Bah parce que tu payes cher, que tu as six enfants par classe. J'exagère, mais c'est quasiment ça, quoi. Et qu'on laisse les enfants s'exprimer. Donc ça a plutôt bien marché. J'ai un exemple où ça a plutôt bien marché, alors qu'on disait que l'enfant était difficile, mais quand on connaît tout ce qu'il y a derrière et vers où ça mène l'anthroposophie, il faut savoir quand même que Rudolf Steiner, hein, il pensait qu'il y avait des gens qui peuplaient la Lune, qu'il y a des petits lutins qui font pousser les plantes. Enfin, je veux dire, ça va quand même assez loin dans le délire. Hein. Oui, c'est ça. Il y a des trucs bressons. C'est pas comme si c'était juste des écoles où on écoutait les enfants et on prenait soin d'eux. Et waouh, ce serait trop cool si c'était ça. Mais on leur apprend des trucs un peu perchés quand même, quoi. Des trucs un sur peu Midsommar, un peu. Sur Satan, danse avec la nature, qui s'appellerait Harriman. Il y a de l'art anthroposophe, une façon de dessiner très typique anthroposophe. Il y a des rituels, pas d'angle droit en anthroposophie. Mais des rituels finalement comme on aurait dans des écoles catholiques, j'ai envie de dire, hein, on ferait la messe de tel truc, eux ils vont danser autour du feu tel jour, machin, quoi. Je schématise, j'en sais rien. Mais voilà, oui, moi, à l'époque,
à l'époque où je faisais encore des trucs sur Twitch, on avait reçu Grégoire Perra pendant quelques heures et qui nous avait parlé un peu d'un peu tous ces trucs, quoi. Et c'était super intéressant. Tapez juste Grégoire Perra dans Google et vous tomberez sur plein de témoignages hyper intéressants, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que il en a bavé, ah oui, clairement. Un truc que tu as dit et qui m'a frappé, c'est que avant Grégoire Perra, on n'avait pas entendu beaucoup de trucs. Après Grégoire Perra, on n'en a toujours pas entendu beaucoup, j'ai l'impression. Oui, exactement. Il y a des gens qui ont théorisé, il y a des gens qui ont théorisé là-dessus, des gens comme Calou, des gens comme Shadowombre, qui ont écrit énormément et théorisé énormément là-dessus. Alors, aussi militants du milieu sceptique, quand même. C'est pas des gens qui passent sur les grands médias, quoi. Oui, moi j'allais dire, mais en France. des témoignages directs, j'en ai pas eu beaucoup. Calou, c'est un Suisse. Grégoire. En France, hors milieu sceptique, etc. En France, de manière générale, on connaît pas le mot anthroposophie. On connaît très bien le vin biodynamique. Personne n'est capable de dire ce que c'est. Les gens, en général, pensent que c'est lié à la culture bio, à la permaculture. C'est des mots qui se mélangent en fait en France, comme Steiner se mélange avec, j'ai oublié l'autre nom, des écoles qu'on a pas mal en France. Montessori. Tout ça est un gros boulga en France et on sait pas trop qui fait quoi. Il y a des strates quand même dans l'anthroposophie. Il y a des choses qui n'ont pas trop. Je veux dire, il y a plein de gens qui utilisent les produits Velleda qui ne savent pas du tout ce que c'est, quoi. C'est juste des produits en pharmacie. Voilà, il y a plein de strates en fait. Lié à l'anthroposophie, mais en France, on ne connaît pas ce mot, on ne sait pas que toutes ces petites choses, l'idée de la nature dans les cosmétiques, le machin, la biodynamie, tout ça, c'est relié à une même organisation, en fait, et à un même lobby. Et en France, c'est très, très peu connu. Et une même doctrine de pensée ésotérique. Ésotérique, avec les animaux, les cornes enterrées, etc. Les démons. Et surtout, pour les auditeurs et auditrices qui n'auraient jamais entendu parler de l'anthroposophie, donc on nous a déjà conseillé le travail de Grégoire Perra. Moi, je peux vous conseiller, je pense qu'on peut vous conseiller la trilogie de BD de Maybeck qui porte le nom. Qui porte sur le vin biodynamique. Donc il y a Harriman, il y a je sais plus le nom des 3 démons majeurs entre guillemets de l'anthroposophie, mais qui portent le nom en fait des BD. C'est une BD vous tapez BD vin biodynamique, je pense que vous trouverez Maybeck. Voilà, allez voir ça, vous avez beaucoup d'informations dessus sur l'anthroposophie qui sont assez intéressantes. Voilà. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de replacer ça, c'est-à-dire que en tout cas de replacer nous notre point de vue là-dessus, c'est-à-dire d'un point de vue où on a été sensible. Voilà. Oui, Cosmobacchus. Ah oui, c'est le nom de la BD. Cosmobacchus. Bien vu. Voilà. Merci. Et c'est vrai que nous, on part avec notre point de vue d'un certain milieu qui a été sensibilisé à ces questions-là, mais pour la plupart des gens, c'est même pas une question. Et les médecines alternatives sont juste... Et puis d'ailleurs, c'est un type de médecine alternative parce qu'il y en a plein d'autres aussi à côté, quoi. Et voilà, donc je pense qu'il y a le statut de l'anthroposophie en Allemagne qui joue, plus le fait que pour la plupart des gens, les médecines alternatives sont juste des médecines alternatives et que la question scientifique se pose même pas dans ce cadre-là, quoi. C'est une autre science, c'est une autre manière de faire, mais sauf que ça ne marche pas véritablement comme ça, quoi. Et donc voilà. Tout à fait. Est-ce que, Vivien, tu parlais d'une chronique, est-ce que tu veux faire ta chronique ou on continue sur... Oui, je veux bien, parce que je pense qu'on a fait globalement déjà pas mal le tour du film, en vérité. On a parlé, voilà. Moi, je pense que oui, c'est important de s'attarder sur le dernier tiers du film, quand le réalisateur va aller rencontre une personne lors d'un congrès qui s'appelle Ahabi, qui est un professeur. Oui. Avant, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tous les intervenants dans le film. Il y a beaucoup de gens de l'OMS, etc. Toi, tu vas nous parler d'un intervenant particulier. C'est la personne qui est en Guinée, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ah oui, voilà. Oui, donc tu me relances en fait. Ok. Oui. Non, mais non, c'est pour dire. Pardon, c'est pour dire qu'en fait, il y a plein de gens, on a parlé beaucoup des anthroposophes, mais on n'a pas du tout parlé des virologues, de l'OMS, etc. C'était... Voilà.
Oui, totalement, mais parce que en fait leur parole dans le film n'est pas du tout mis au même point que les autres et que bizarrement à chaque fois qu'ils finissent avec une conclusion, bon déjà il y a sa femme veut absolument pas lâcher son idée que les vaccins c'est dangereux, que les adjuvants c'est dangereux, enfin voilà que et donc elle ne cède pas et donc lui est obligé d'aller toujours chercher plus loin pour le coup à chaque fois. Alors c'est drôle parce qu'elle a pas tellement d'arguments en fait en vérité, elle ne sort aucune source. D'ailleurs au tout début du film c'est très drôle, elle dit bah renseigne-toi, enfin voilà, fais tes propres recherches quoi. Elle a l'air d'être bien renseignée mais Elle dit même un truc genre je le sens pas ou mon karma me le dit pas ou un truc comme ça, elle dit au début. Oui voilà, elle veut pas mon instinct me le dit pas quoi. Elle veut pas injecter de métaux dans sa gamine, hein. Bon bah de ce coup faut pas qu'elle mange épinards parce qu'il y a du fer dedans. Hein. Donc, sa femme elle est très renseignée, mais je pense qu'il veut pas l'exposer non plus dans le documentaire. Elle parle d'internet, elle parle, elle lit des choses, elle regarde, elle s'informe sur internet, peut-être aussi avec des gens qu'elle connaît, etc. Visiblement plutôt du milieu anti-vax. Oui, clairement. On comprend, en tout cas. Mais d'ailleurs, même le discours à ce point-là, il est clairement anti-vax, hein, de toute façon. Il est clairement, et même d'ailleurs, il est très complotiste, même. Hein, il arrive à certains niveaux de complotisme aussi. Et d'ailleurs, il y avait un truc qui m'a fait marrer, j'y reviens vite fait, mais il y a quand même un truc qui m'a fait marrer sur alors c'est l'épidémie de rougeole, je crois, qui revient en Allemagne à un moment où il en parle pas mal. Et quand même, à un moment, elle dit oui, mais les vaccins, ça peut faire des effets secondaires graves, etc. Par contre, la rougeole, non, mais il y a des cas de rougeole qui se passent bien. Bon, voilà, quoi. Moi, ça me fait bien marrer le double standard sur les effets. Oui. Enfin bon, la rougeole, il y a quand même des gamins qui meurent sur les vaccins. Voilà. Oui, et parce que elle pense être informée là-dessus, en fait, que, enfin bon, en tout cas, oui, pas et bien, elle se dit comme beaucoup que des enfants doivent faire des maladies pour développer leur système immunitaire. Et il y a une autre meuf qui dit ça dans le docu, et elle pense vraiment ça en fait. Et donc justement, on en vient à notre fameux Abi, donc un chercheur danois. Donc on va voir justement à la fin du film en Guinée. Ce chercheur, il est assez intéressant parce que c'est lui en fait qui va donner le point final au film, puisque c'est sa théorie entre guillemets qui va être adoptée par la famille pour savoir s'ils vaccinent ou pas leurs enfants. Donc comme on l'a dit, en fait sa théorie c'est celle qu'on a présentée en fait tout à l'heure, c'est-à-dire que les vaccins vivants atténués sont des vaccins qui développent des effets non spécifiques, ce qu'ils appellent des effets non spécifiques au vaccin, qui vont en fait les rendre bien plus efficaces. Pour lui, en fait, après avoir fait des campagnes de vaccination en Guinée, il s'est rendu compte, apparemment, qu'en vaccinant contre la rougeole, en fait, la mortalité infantile a beaucoup plus baissé que juste les morts de la rougeole, quoi. Donc, en fait, il a développé une théorie comme quoi les vaccins peuvent développer en fait une meilleure immunité que juste face à la maladie sur laquelle ils sont censés protéger. À côté de ça, pour lui, les vaccins inactivés, donc l'autre catégorie de vaccins, au contraire, sont eux moins efficaces que les vaccins vivants atténués. Alors, il dit précisément qu'ils protègent bien contre la maladie contre laquelle ils sont censés protéger, mais que à côté, sur les autres maladies, ça a tendance à affaiblir le système et à rendre les corps, enfin les personnes, en fait, plus vulnérables à d'autres maladies. L'OMS bénéficie d'un niveau de confiance extraordinaire. Mais si le grand public apprenait que l'OMS n'a pas géré cette affaire correctement, cela aurait des répercussions sur cette confiance. Et c'est leur argument sous-jacent. Si les gens n'ont plus confiance en l'OMS, la couverture vaccinale diminuera et plus d'enfants mourront. Nous avons découvert le même type d'effet négatif dans 6 vaccins inactivés différents. Ça ne peut pas être une coïncidence. Mais l'OMS essaie de contourner cette réalité. En l'absence de recommandations officielles, les collaborateurs de Peter Aaby ont d'ores et déjà commencé à tenir compte des résultats de leurs recherches pour la vaccination de leurs propres enfants. Ils ne renoncent pas aux vaccins inactivés et à leur protection spécifique, mais ils les complètent avec des vaccins vivants atténués. Donc voilà ce qu'il dit. Et c'est quand même un chercheur donc du Danemark. C'est Peter Aaby, c'est ça?
C'est Peter Abbey, exactement. Donc, il travaille dans une université du Danemark qui est reconnue aussi par l'OMS. Il a fait des campagnes de vaccination pour l'OMS. Alors, lui, il est anthropologue, mais ce qui n'est pas précisé dans le film, mais qui est précisé sur Internet, il a un doctorat en médecine. Hein. Donc, c'est quand même pas la moitié d'un con non plus. Enfin, il a quand même 2 doctorats. C'est un super docteur, quoi. Mais lui, il les a vraiment pour le coup. Voilà. Et donc, voilà. Donc, moi, j'arrive au film. Et je vois ce médecin, son discours qui a l'air de se tenir, les données sur lesquelles il se tient, et je fais, moi, il me crée un vrai doute à ce moment-là, en me disant, peut-être que effectivement, alors surtout sur les effets entre guillemets néfastes des vaccins, il y reviendra un petit peu plus tard, mais enfin voilà, donc il y a à ce moment-là, le discours devient un peu flottant sur cette question-là, et moi, il me colle un vrai doute parce que je me dis, on est peut-être à l'orée d'une nouvelle recherche en fait, en vérité. Je veux dire, on en apprend tous les jours, et puis comme Trotsky parlait tout à l'heure du rationalisme. Le rationalisme, pour moi, c'est aussi c'est une vision assez conservatrice des sciences, c'est-à-dire être rationnel, c'est croire ce qu'on sait au niveau de la science. Sauf que le problème, c'est qu'au niveau des sciences, on sait pas tout, quoi. Et il y a des nouvelles idées qui arrivent. Et donc je me dis, peut-être que ce mec-là, il a réussi à trouver un autre truc qui va réussir à prouver que effectivement, peut-être que des vaccins ARN, effectivement, sont moins efficaces sur des trucs comme ça. Donc voilà, je pars là-dessus. Mais je me dis quand même, il y a quand même des petits red flags. Dont un notamment, moi qui m'a beaucoup parlé ayant été moi-même docteur, c'est que ce mec-là est directeur de thèse de plus de 50 doctorants. Alors, ça, faut connaître le milieu universitaire pour le savoir, mais un mec qui a plus de 50 doctorants, c'est pas un super professeur comme c'est indiqué dans le film. Hein. Dans le film, c'est dit 50 doctorants, c'est un super professeur. Non, c'est un mec qui accumule des doctorants, qui n'aura jamais le temps de s'en occuper et qui va les laisser galérer pendant toute leur thèse, et qu'il y en a que certains qui vont l'avoir parce qu'ils se seront accrochés, qu'ils auront des meilleures conditions pour travailler, que ce soit social, économique, culturel, etc. Même en France, les pires professeurs d'université n'ont que 20 doctorants. Hein. Mais je parle bien des pires professeurs d'université qui suivent pas leurs doctorants. Là, 50, c'est juste impossible. Donc là, déjà, gros red flag là-dessus. Donc je me dis quand même, ce type, il a pas l'air ultra sain. Et donc, effectivement, je fais quelques recherches en sortie du film en me disant, vu que le point clé du film, c'est lui, et comme dans Jésus l'enquête, il faut que je prouve que Jésus n'a pas pu ressusciter. En gros, c'est à peu près ça. Et donc, je commence à rechercher un petit peu sur lui, et autant dire qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a quasiment rien sur Internet sur ce mec-là. Il y a une page Wikipédia qui revient un petit peu sur sa carrière, qui dit quand même que c'est un mec qui est assez reconnu, qui a beaucoup publié. Et en gros, c'est un peu le Raoult, en fait, danois. J'ai un peu l'impression, quoi. C'est un peu le même genre de type. Il y a de ça. Il y a un peu de ça. Hein. Et donc, il y a eu une enquête qui a été menée par un chercheur ou une chercheuse, je sais pas, un ou une journaliste danoise pour le Weekend Davidson. Donc c'est une journaliste. Ouais, d'accord, ok, merci. Je savais pas genrer le prénom pour le coup. Donc pour le Weekend Davidson, qui est un journal de référence au Danemark, je pense c'est un peu type Le Monde, quoi. C'est un peu dans ce truc-là, qui va mener une enquête qui va être prise en fait par Le Point. Et qui est le seul, malheureusement, la seule revue française, seul journal français à se faire l'écho de cette enquête, qui va sortir le 15 mai 2025. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cet article ? Que les études en fait de ce mec-là sont faites avec des enfants peu nombreux, qui sont choisis sur critères spécifiques, et que donc ça mène quand même pas mal de biais et qui ne permet pas véritablement en fait d'amener des conclusions. Donc il y a une chercheuse qui intervient dans l'article, qui s'appelle Clémence Leira, qui est biostatisticienne à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui nous dit que ces études sont non réplicables et que même Abby et sa femme, Christine Sabel Ben, avec en fait laquelle il travaille, qui est pas présente dans le film, mais apparemment ils sont toujours tous les deux quand même, ils ont même pas eux-mêmes réussi à répliquer leurs propres études. Et donc pendant un certain temps, eux, ils attaquent le vaccin DTP. Alors, ça doit être diphtérie, tétanos, polio, je crois que c'est, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et en gros, on leur demande de publier leurs données sur comme quoi ce vaccin apparemment serait moins efficace. Et ils ont jamais
publié leurs résultats et ils ont toujours retenu leurs résultats. Donc en fait, le fameux truc qu'on voit dans le film, en fait, c'est une retenue de résultats. Personne n'a le droit d'aller les consulter apparemment et ils ne les ont jamais publiés. Donc là, il y a un problème, c'est-à-dire que c'est un ralentissement de la science et ils refusent de publier leurs résultats, quoi. Sans doute, potentiellement, parce que ces résultats vont contre en fait ce qu'ils pensent eux-mêmes. Ils vont faire beaucoup de publications, mais en fait avec des résultats qui sont non significatifs, parce qu'il y a des biais dans les études, etc. Soit ça, c'est pas un problème en soi, puisqu'ils arrivent à publier quand même, mais il faudrait pouvoir répliquer ça, sauf que le problème, c'est que personne n'arrive à répliquer ces études. On n'arrive pas à le faire. Et en plus de ça, dans leurs études, notamment leurs articles qui suivent, ils modifient les conclusions de leurs articles antérieurs. C'est-à-dire qu'ils vont modifier peu à peu leurs conclusions avec des articles qui ne viennent pas en fait pourtant donner d'autres choses. Donc en fait, il y a tout un processus un peu de manipulation dans la manière en fait dont ils vont publier des articles dans les revues. Et donc bien sûr aussi absence de confirmation par des études indépendantes, j'y reviens pas. Et bon, quand même. Plus intéressant aussi, enfin pas plus intéressant mais intéressant aussi, c'est que Ahabi et sa femme Sabel sont liés au mouvement anti-vax et notamment leurs études et leurs discours sont repris par les mouvements QAnon aux États-Unis. Ils intègrent aussi un comité d'intégrité de la santé publique en Louisiane si je me trompe pas, je crois, ou en Floride, peut-être bien en Floride. Enfin bon, voilà. Et en fait, ce comité qui fait très sérieux dit comme ça, en fait, c'est un comité en fait de chercheurs anti-vax. Et donc, en fait, même si leurs travaux disent en gros que les vaccins vivants sont mieux et qu'il faut les utiliser, ils sont quand même reliés vachement avec des mouvements anti-vax. Et donc, enfin voilà, il y a anguille sous roche, quoi. Sauf qu'encore une fois, ces résultats-là, cette enquête-là qui a été menée par les Danois, elle ne sort en fait qu'en 2025, peut-être 2024 chez eux, quoi. C'est-à-dire bien après la réalisation du film. Et donc, même le réalisateur ne pouvait pas, enfin en tout cas avec moi les recherches que j'ai fait en quelques heures, il peut peut-être avoir accès à beaucoup plus de trucs, mais il y avait quand même beaucoup moins de choses peut-être à se mettre sous la dent, beaucoup moins de révélations en tout cas à cette époque-là. Donc voilà. Donc ce type en fait qui donne, pour conclure, ce type qui donne cette conclusion au film, en fait, en tout cas ce couple de chercheurs, n'est pas du tout fiable en fait en vérité. Ils font de la mauvaise science pour toutes les raisons que je viens de donner. Et donc voilà, donc faut se méfier faut se méfier un petit peu de tous ces personnes-là qui on nous donne un petit peu l'impression que ils ont trouvé un petit peu à eux tout seuls quelque chose. Ça peut arriver, hein. Mais globalement, de toute façon, la recherche reste quand même quelque chose de collectif. Et s'il y a une seule personne qui dit quelque chose, que tous les autres disent le contraire, c'est sans doute que cette personne aurait plutôt tendance à avoir tort. Si vous voyez ici un rapport avec Raoult, il y en a clairement un. Voilà. Ouais, même physiquement dans le film, je trouve, quoi. Est-ce que tu sous-entends que les personnes qui ont des longs cheveux et de la barbe ne peuvent pas faire de recherche pour le coup non, tu mais fais de non, la discrimination. En tout cas, merci Vivien pour ce que tu as dit. Et du coup, moi, ça me pose toute une question par rapport à ce que tu viens de dire. C'est, du coup, il les a trouvés comment ? Parce que tu dis toi-même que il y a très peu d'infos sur Internet, etc. Que pendant ces années-là, il aurait même pas pu trouver l'article de C'est Libération ou Le Point, je sais plus. Le Point. Enfin, l'article du Point. Comment il les a trouvés ? Moi, je pense que ça pose la question du réseau, hein. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est exactement la réponse que j'allais te faire, Adeline. En tout cas, dans le film, il va à une conférence et c'est là-bas qu'il le rejoint. Et j'ai pas noté, je crois exactement la conférence à laquelle il allait. Il avait pas le droit de la filmer et il le rejoint à la fin où il discute avec lui. Donc réseau ou hasard. Ça peut être un des deux. Mais après, je pense qu'il va à cette conf et il voit quelqu'un qui porte un discours qui lui plaît et il va aller le voir, quoi. Donc ça peut être ça aussi, hein, de toute façon. Oui, c'est une convention sur les vaccins. Et peut-être que ce type-là, lors de la convention, il émet un discours qui va à l'inverse de ses collègues. On ne sait pas, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe dans cette convention. Et donc, il prend rendez-vous avec lui.
Mais du coup, ça pose la question quand même du réseau. Parce que si tu as 40 personnes dans une convention médicale ou scientifique qui dit A et t'en as un qui dit B, le mec, il se dirige direct vers B. Oui, après, il y a un truc que j'ai pas dit, que j'ai pas précisé dans ce que j'ai dit. Mais ce mec-là a été reconnu quand même par l'OMS et les effets, ce que j'ai dit, c'est les effets non spécifiques au vaccin, ont pendant un temps, et peut-être même encore aujourd'hui, sont encore reconnus par l'OMS. Donc, on est vraiment dans une zone ici de flou scientifique, c'est-à-dire de potentielles nouvelles découvertes ou de potentielles fausses pistes. Bon, là, vu ce qui a été révélé, c'est une potentielle fausse piste, mais c'est un médecin qui a quand même traité très sérieusement par l'OMS, etc. C'est dire que aussi, même malgré tout, il y avait de quoi, de toute façon, se sont tombés dans le panneau. Et pour moi, le vrai piège du film, c'est ce type-là, quoi. Après, bon, au moins, son discours à lui aura permis à convaincre sa femme de au moins faire vacciner ses enfants contre quelques maladies. Hein. Finalement, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Là-dessus, chacun verra midi à sa porte, quoi. Ouais, bravo, Émeric Caron. Après, ça pose la question aussi assez anti-vax sur l'idée des cocktails de vaccins. Oui, parce que souvent, ils sont contre les cocktails de vaccins. Je vais pas évoquer le ROR, etc. Voilà. Mais c'est une des peurs qui existe pas mal chez les gens qui sont pas forcément anti-vax, mais qui juste ont potentiellement peur ou s'interrogent sur les vaccins. C'est la question des cocktails de vaccins. Est-ce que c'est pas beaucoup pour les nourrissons? Parce que c'est ça, surtout. Et aussi, il y a eu, il faut le dire, et ils en parlent dans le film, il y a eu des scandales autour des vaccins. Des vaccins qui ont été merdiques, qui ont été retirés du marché, la question des lobbies, la question du marché et de la fabrication des vaccins et tout ça. Ouais. Oui, ça a un impact. Ça, c'est clair. Comme plein d'autres médocs, et oui, c'est clair que on serait tous pour une libération des brevets des vaccins et pour que Big Pharma arrête de faire des profits et pour que le capitalisme s'arrête. Oui, ce serait bien. On est d'accord. Mais voilà. Mais non, mais attends, Troutz, tu vas pas empêcher les milliardaires de gagner l'argent qu'ils ont gagné à la sueur de leur front. Tu vois, tu vas pas me dire que tu es pour la taxe Zuckman, s'il te plaît. Non, mais j'oublie qu'ils méritent les millions qu'ils ont hérités. Oui, non, mais je veux dire, un peu de pudeur, s'il vous plaît. Laissez les riches tranquilles. Et le système capitaliste où il est très bien comme il fonctionne. Bien sûr, tout à fait. Après, c'est pas totalement à charge non plus. Parce qu'il parle des scandales liés au vaccin, il parle des marchés, etc. Comme quoi, peut-être qu'on dit pas tout à la population, que nanana. Mais il en fait pas des tonnes non plus là-dessus. Et on sent même dans son discours que même si il est pour la vaccination, il sait pas trop où se placer après les informations qu'il a recueillies auprès d'Abby, comme tu viens de le dire. Et ça se sent aussi dans les phrases qu'il dit tout au long du film. Au début, on entend beaucoup « ma fille est jamais malade ». Ma fille est jamais malade, regardez, elle pète la santé. Et puis il y a un moment où il dit putain, elle est toujours malade, elle trouve toujours quelque chose. C'est ça, ouais. Ma fille est tout le temps malade. Et après, vous avez vu, ma fille est jamais malade. C'est une enfant, des fois elle est malade, des fois elle est pas malade. Des fois elle l'est pas. C'est ça, il faut être parent pour comprendre qu'on pense ça à tour de rôle, nous aussi, régulièrement, quoi. Oui. Et que c'est pas... Lui, il le lie directement à la vaccination. Mais c'est vrai que les enfants, des fois, ça enchaîne les maladies. Voilà. Ah, puis c'est dingue, fois, mais l'humanité... Vous savez quoi? L'humanité a survécu à des milliers d'années sans vaccin. Ça, si c'est pas la preuve de l'inefficacité des vaccins. Sauf rappelle l'espérance de vie qu'on a eue et que l'espérance de vie a explosé depuis 200 ans. Avant, c'était 25 ans, comme ça. Hein. Il fallait faire 20 gosses pour en garder 2, quoi. Bon, ça va, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, et puis surtout que la plupart, la mortalité infantile, c'était un sacré truc. Hein. Oui. C'est surtout la mortalité. Je crois que c'est surtout la mortalité infantile que ça fait reculer, notamment les vaccins. Oui, bien sûr. C'est bien voilà. sûr. Quoi. Donc ça fait toujours le.
L'espérance Qu'est-ce que de je veux vie dire, a vraiment explosé quand on a maîtrisé la mortalité infantile, quand les médecins ont compris qu'il fallait se laver les mains avant de mettre au monde. Oui, bah voilà. Mais outre la blague, ce que je veux dire, c'est quand même que malgré tout, les antivax vont toujours mettre en avant ce côté, bah, il est en bonne santé, ou alors il a eu des maladies, bah, il s'en est bien tiré. Bah, heureusement qu'il y a des gens qui sans vaccin s'en tirent, quoi. Le truc, c'est que en fait, c'est ce que je voulais dire quand je voulais présenter le film, et j'ai complètement oublié. En fait, c'est le meilleur film sur le casino que j'ai jamais vu. Je veux dire, c'est des mordus au casino, quoi. C'est-à-dire que ils remettent une pièce à chaque fois dans la machine pour savoir ça passe, ça passe pas, ça passe, ça passe pas, jusqu'au moment où ça peut ne plus passer, quoi. C'est ça en fait, c'est un jeu en fait, c'est Il y a même un une pari. roulette russe, quand même. Oui, bah voilà, c'est un pari. Vous faites un pari, vous pariez, vous vaccinez pas, et puis vous pariez pendant 1 an. Elle va pas tomber malade de la rougeole ou d'un autre truc grave qui peut lui tomber dessus ou du tétanos. C'est un pari, c'est un pari. Vous avez plutôt remporté votre pari, tant mieux pour vous. Mais disons, il y en a d'autres qui font des paris, ils les perdent. Voilà. Donc. Mais justement, leur fille, elle a une pneumonie et elle va à l'hôpital quand même. C'est pas rien. Oui, mais alors t'as vu qu'elle a été soignée avant que les antibiotiques fassent effet, hein. Alors c'est lui qui le dit, c'est pas le médecin. Moi j'ai plutôt tendance à penser que les antibiotiques ont quand même pas mal aidé, mais bon, ça c'est que mon point de vue. Hein. Oui. Alors je sais pas aussi à quel hôpital je sais pas non plus à quel hôpital ils ont été non plus, parce que voilà, à voir. Mais oui. Oui, parce qu'ils ont les moyens, et c'est pareil, et si tu vas dans un hôpital privé anthroposophe, tu vois, on ne sait pas. On ne sait pas là, sur le coup. Il y a une dernière petite chose peut-être, moi, que je voulais évoquer vite fait, c'est, on l'a pas trop dit, c'est qu'il y a des domaines de la santé qui accaparent plus que d'autres les pseudosciences, l'ésotérisme, les croyances, etc. Souvent, c'est les maladies graves, les cancers, et choses comme ça, où il y a beaucoup de professionnels, enfin de gens qui gravitent autour de ça, et où il y a plein de légendes, de croyances, de fausses informations, etc. Et la grossesse en fait partie également. Je suis bien placée pour le savoir. C'est la grossesse, c'est vraiment un sujet de la santé qui est totalement gangréné par les pseudosciences, les croyances en tout genre, les remèdes de grand-mère, les en veux-tu, en voilà. Tout le monde a un avis sur la question. Et comme si tout d'un coup... la grossesse cristallise vraiment tous ces trucs-là. Bah, c'est normal, c'est lié à question de vie ou de mort, donc voilà. Mais... je sais pas ce que vous en pensez, mais quand t'as mal aux dents, personne te dit va voir un marabout, quoi. On te dit va chez le dentiste. Alors que quand t'es enceinte, t'as tout un tas de personnes qui se disent professionnelles, que ce soit les doulas, les machins, les trucs, où en fait tu peux vite te retrouver, même sans le vouloir, dans des trucs totalement incontrôlés. Hein. Oui, c'est clair. C'est pas n'importe quel sujet aussi par rapport au vaccin, là. On est aussi sur le sujet lié à la grossesse. Parce qu'on a beaucoup parlé des vaccins, mais il y a aussi cette idée que la femme, elle est enceinte pendant une bonne partie du film, et est-ce qu'elle doit se faire vacciner pendant sa grossesse ou pas, et les gens qui la suivent, notamment sa sage-femme, j'émets des réserves. Hein. Ouais. Ah, complètement. Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une question là-dessus de vulnérabilité ou de sensation de vulnérabilité, puisqu'on sait que les mouvements sectaires qui passent notamment par des mouvements New Age, bien-être, etc., on sait que ça s'attaque généralement à des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, les jeunes qui sont mal dans leur peau, notamment. Alors peut-être que les personnes qui se traînent une santé pourrie, ou voire même des maladies, une maladie dure, hein, notamment les personnes qui ont des cancers, etc. Enfin voilà, toutes ces personnes-là. Est-ce que la grossesse, finalement, ça rentrerait pas un peu là-dedans, dans le sens où il y aurait une sensation de vulnérabilité par rapport à l'enfant, c'est-à-dire cet être effectivement protégé, à pousser la grossesse jusqu'au bout, etc. Avoir peur aussi de tous les problèmes qui peuvent arriver sur le chemin de la grossesse. Qu'est-ce que t'en parlerais qu'est-ce que t'en dirais, toi, Adeline, de ça? Je pense aussi parce que y a toute une terreur autour des fausses couches, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Avec une méconnaissance totale
du sujet, parce que c'est un truc tabou, parce que c'est lié au sexisme, parce que c'est lié au paternalisme, c'est lié à plein de choses qui font qu'il y a des sujets, notamment les fausses couches, donc question de vie ou de mort, c'est ce que je disais, qui cristallisent ça. Et il y a d'un côté, il y a la science, enfin je sais pas, la science, les médecins qui vont te dire, par exemple, ça arrive en fait, je sais plus ce que c'est les stats, c'est une grossesse sur 3 ou 5, je sais plus, je veux pas dire n'importe quoi, mais et c'est très fréquent en fait les fausses couches, donc il y a plein de choses autour de ça. Et la médecine, enfin, il y a des causes qu'on sait pas. Il y a tout un vague, tout un mystère, une zone grise, comme on disait tout à l'heure, où il y a des facteurs qu'on connaît pas. En fait, des fois, on sait pas. Voilà. Oui, c'est vrai donc, que... forcément, quand on sait pas, on se tourne vers quoi ? Vers ce qu'on peut se raccrocher, quoi. Tu vois ? Donc, ça peut être une croyance, ça peut être une pseudoscience, ça peut être... Ma grand-mère m'a dit que si je mangeais du chou-fleur, j'aurais moins de risques. Enfin, tu vois, c'est humain, quoi. On se raccroche à ce qu'on peut et ce qu'on connaît. Oui, tu soulèves une question super importante qui me semble primordiale, en fait, cette question-là, parce que moi, j'ai quand même pas mal de personnes dans mon entourage. Enfin, en tout cas, j'ai eu plusieurs cas, en fait, qui me sont arrivés aux oreilles, effectivement, de fausses couches. Et c'est drôle parce que, effectivement, c'est un truc qui est toujours considéré comme... une grossesse sur 6. Ouais, bon, c'est quand même énorme, quoi. Et donc, après, je trouve qu'en fait, il y a toujours cette idée que, en tout cas, qui est beaucoup répandue, que la fausse couche, il y a une question de responsabilité, faut pas le dire. En même temps, je pense qu'il y a un deuil aussi à porter. Et enfin, il y a beaucoup de choses qui font que c'est quelque chose qui n'est pas mis en avant. Mais peut-être qu'un jour, espérons-le, il y aura entre guillemets un MeToo de la fausse couche, quoi. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est-à-dire le truc de, enfin, on va en parler, on va libérer la parole autour de ça, et on va se mettre à en discuter et à vraiment dire c'est quoi la réalité, quoi. Et encore une fois, c'est la question aussi dans toutes les luttes de la mise en commun des oppressions. Et notamment là-dessus, tu parlais sans doute certains d'une oppression du patriarcat là-dessus, c'est-à-dire, de toute façon, faut l'oublier très rapidement pour passer à l'autre dans un peut-être. Alors là, c'est l'interprétation parce que j'ai jamais rien lu là-dessus. Et c'est un sujet qui est intéressant. Mais voilà, à quel point le patriarcat a un impact là-dessus. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à voir et je pense que c'est un sujet qui mériterait vraiment, oui, effectivement, qu'on en parle beaucoup plus. J'ai l'impression d'avoir parlé pour ne rien dire, mais non, non, c'était... non, mais oui. Ça la parole, elle se libère sur ces sujets-là. Après, il y a toujours un truc de culpabilité chez les femmes qui fait que t'en parles entre femmes peut-être plus que dans la société de manière générale. Parce que vu que souvent, tu sais pas forcément pourquoi, tu vois, émettre l'idée, c'est émettre l'idée, émettre l'info, c'est aussi peut-être se prendre des remarques dans la tronche, parce qu'on est encore dans une société comme ça où ah bah oui, mais en même temps t'as vu, tu faisais tel truc ou t'as mangé tel truc, et souvent on te répond pas forcément un truc scientifique, hein. Tu n'as pas vibré à la bonne fréquence. Tu n'as pas vibré à la bonne fréquence. Oui. Ça peut être très violent, donc oui, c'est encore tabou. Ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Et puis en fait, comme tu dis, c'est cette question de culpabilité, c'est-à-dire que en cas de fausse couche, et si jamais on en parle, le truc c'est que en fait directement, en fait, il va y avoir une culpabilité de la mère qui va être de fait qui va être la première hypothèse, quoi. Carrément, ça va être oui, parce que il y a sans doute un truc que t'as pas bien fait, quoi. Même tu vois, même si ça veut être gentil, ça va être essayer chez les gens, je pense, ça va être essayer de trouver une raison, en fait, vu qu'on a toujours besoin de trouver une raison. Et le truc c'est que la première raison, ça va être c'est que t'as dû faire un truc pas bien quand même, quoi. Alors je pense, mis à part si vraiment il y a quelque chose qui tombe dessus, genre une maladie, un accident par exemple, tu vois, je pense qu'on parle plus facilement de fausse couche par exemple quand c'est un accident de voiture et de fait la cause elle est
c'est attesté. Et puis voilà, donc je pense peut-être que là-dessus, c'est peut-être. Mais par contre, quand la cause n'est pas attestée, il y a une sensation de culpabilité de, effectivement, comme tu le dis, c'est peut-être finalement la mère va se poser la question de, c'est peut-être finalement de ma faute en fait. Il y a peut-être un truc que j'ai pas bien fait, un truc que j'ai pas bien suivi, et finalement peut-être les médecins m'ont menti, peut-être que et puis ça peut peut-être pousser à aller voir ailleurs, quoi. Et donc effectivement, il y a besoin de discours rassurants là-dessus en fait, et peut-être de recherche aussi scientifique. Cette femme, donc la femme de David, qui se fait vacciner et qui est malade pendant 8 semaines, on ne sait pas parce qu'on l'interroge pas sur ce sujet, mais potentiellement elle culpabilise et elle se dit que ça va avoir un impact qu'elle soit malade sur son bébé. D'où après l'idée ensuite quand sa fille elle naît, tu vois, il y a déjà une peur de base qui est là où attends, si je lui mets en plus à elle des vaccins. Déjà, moi, quand j'étais enceinte, j'en ai eu un, et vu ce que ça m'a causé, parce pour elle, c'est forcément ça. C'est normal qu'elle ait peur de vacciner sa fille. Oui, je pense je pense qu'on peut c'est pas juste l'idée d'être anti-vax, c'est ça que je veux dire. Oui, complètement. Là, il y a des facteurs qui font que... écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour, non ? Oui, moi, il y a peut-être juste un truc, j'ai pas creusé la question et je pense que ça mériterait d'être creusé parce que je trouve qu'il y a un deuxième point dans le film qui m'a fait tilt en fait un peu en me disant là j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de désinformation. C'est sur les vaccins du H1N1 et notamment toutes les soi-disant réactions qui seraient causées, notamment les décès, la narcolepsie. Enfin, il y a tout un tas de paquets de trucs qui ont été... parce que toute une partie de son enquête porte sur ces vaccins-là. J'ai pas fouillé de mon côté, mais je pense que ça mériterait d'être travaillé après. Bien sûr, c'est vrai que par chez nous, ils ont été détruits, donc on n'a pas vraiment eu personne n'a été vacciné chez nous. Chez nous, c'est plus un scandale économique qu'un scandale médical, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, clairement, ouais. Mais du coup, je n'ai pas effectivement été creusé dans les pays où ça avait été utilisé. Oui, puis nous, c'est vrai que nous, c'est pas arrivé à nos oreilles. Et puis, comme le dit le mec de l'Institut Pasteur, qui est bien présenté comme un mec louche, parce qu'il répond à son portable, il a des trucs qu'il est autorisé à dire, des trucs qu'il n'est pas autorisé à dire. Bon, un commercial, quoi. Ah, c'est ça que je parle de mise en scène tout au long du film, quand même, quoi, tu vois. Oui, complètement, oui, tout à fait. Puis là, il est présenté, et puis forcément, c'est toujours ce que j'appelle, ce qu'appelait l'empoisonnement du puits, quoi. C'est-à-dire l'idée qu'on va te donner une première idée de la personne, et puis à partir de cette idée-là, tu vas bien te faire une idée sur son discours, quoi. Et donc, c'est à chaque fois, comme on a dit tout à l'heure, une pédiatre qui fait très attention à ses patients, et puis, un communicant de Sanofi, qu'on lui a dit de pas dire ça, qu'il a pas le droit de dire ça et pas de dire ça. C'est un peu louche, non? Enfin bon, voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, c'était juste sur ce truc-là, parce que je pense que c'est un des autres trucs sur les vaccins qui mériterait d'être creusé, mais qu'on n'a pas particulièrement creusé ici, mais on peut pas tout faire non plus. Donc à vos propres recherches, j'ai envie de dire, chers auditeurs et auditrices. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure moi, il l'émission, y a quand même une actualité. Alors, je sais que le podcast peut s'écouter, se réécouter à n'importe quel moment de l'année, du siècle, peut-être. Mais il y a quand même une actualité aux États-Unis, c'est que Kennedy, qui est donc ministre de la Santé, etc. là-bas, avait projeté en avril de faire une étude aux États-Unis, oui. Avait projeté en avril de faire une étude pour prouver que les vaccins causaient l'autisme, et cette étude vient de sortir et effectivement, elle semble prouver ce qu'elle l'avance. Je suis sûr qu'il y a des tas de trucs de merde à aller chercher dedans. L'info vient de tomber, j'ai pas creusé, c'est septembre 2025, donc voilà. Voilà. On n'a pas fini de parler des vaccins. C'est clair. Ouais. Et surtout avec un ministre de la Santé aux États-Unis qui est anti-vax. Et qui est anti-vax, ouais. Moi, j'étais persuadé que le film mettait un clou dans le cercueil du débat sur les vaccins. Bon, pas dommage. Dommage. Vivien, t'as un mot de la fin ?
Oui, j'en ai 2 petits. Déjà un remerciement à Richard, mon voisin, parce que c'est lui qui m'a permis d'avoir accès, à l'article du Point. Je précise juste que, on sait pas comment est-ce que lui, il avait le droit à avoir accès à l'article et puis pas moi. Mais, Richard l'assure, il n'a jamais payé 1 € au Point, donc voilà, au cas où. Ça, c'est le premier truc et le Moi, je deuxième truc sais. quand même, ah bon, bah, tu nous diras ça et le deuxième truc, Il y a le c'est nom dans l'article. bah attends, on verra. Un truc qui a été dit dans le dans le documentaire qui m'a fait hurler de rire tellement c'était très con. Et c'est lui qui le dit. C'est-à-dire au moment où il fait vacciner sa fille et qu'il revient à la maison, il dit ah elle a pas été malade et tout. Et en plus de ça, le vaccin lui a développé la créativité. Alors voilà, donc dans les effets positifs du vaccin, n'existe pas le développement de la créativité pour le coup, parce qu'on est peut-être, nous on est peut-être, voilà, pour certains on est peut-être considérés comme des pro-vax. Moi, j'estime qu'on se base juste sur les données de la science, mais peut-être des gens qui nous considèrent comme pro-vax. Et ben je ne suis pas pro-vax au point de dire que le vaccin va développer votre créativité, donc bah ne comptez pas trop là-dessus, quoi. Voilà, c'est tout. Nico, t'as un mot de la fin toi aussi? Non, c'était très intéressant, très enrichissant. Je suis pas un grand spécialiste des vaccins, donc je vous ai les écouté avec attention, mais sur le côté technique, j'avais pas grand-chose à dire. Donc non, c'était vraiment intéressant. Encore une fois, je vais reformuler ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Si on veut voir un film, une expérience personnelle, un film sur la famille et sur quelqu'un qui se pose des questions et qui essaye de faire une démarche, même s'il fait pas la bonne démarche, il en fait une et il a décidé de la documenter par ce documentaire. C'est pas un documentaire trop désagréable à regarder. Le type est un peu spécialiste des documentaires. Il fait des plans, des coupes. On voit qu'il y a du montage. On voit que c'est pas en mode reportage tout le temps, puisque des fois il est filmé. On se demande par qui d'ailleurs. À mon avis, il a une équipe avec lui. Il doit avoir des potes qui bossent avec lui sur d'autres projets de documentaires ou de films, et qui le filment lui et sa famille. De temps en temps, c'est lui qui est derrière la caméra. On voit qu'il a pris des rushs qui datent un peu, qui sont moins bien filmés parce que l'éclairage est pas très bon, etc. Quand il prend sa femme qui travaille à la maison, quand il prend l'accouchement, quand il prend des choses comme ça. Donc le film a monté tous ces éléments-là. Pour moi, c'est un film familial avec une petite enquête, une petite intrigue, un espèce de thriller au milieu, et il se fait berner comme il traîne dans un milieu qui est l'anthroposophie. Et ben on le redirige vers des sources qui sont pas toujours fiables, et voilà, ça donne ce film-là. À la fin, il finit quand même par vacciner ses filles, donc c'est plutôt positif. Maintenant, ben la grande, heureusement qu'elle a pas chopé quelque chose de grave dans l'intervalle, quoi, tout simplement. Ouais. Après, je pense juste que si jamais le documentaire n'avait pas été fini par la vaccination des filles, j'ai tendance à penser qu'il n'aurait jamais été diffusé sur Arte ou quoi que ce soit. Je pense que la fin du film a servi aussi à ce que le film soit diffusé. Si le film avait terminé en disant eh ben finalement on n'a pas fait vacciner nos filles, je pense que le film n'aurait pas connu le succès qu'il a eu dans les festivals. Et une diffusion sur Arte. Enfin voilà. Après, Alors moi je suis encore plus diabolique que toi. Je suis à peu près persuadé que quand il a commencé le film, comme un documentaire c'est scénarisé, hein, c'est pas un reportage, je suis à peu près persuadé que le scénario original ne prévoyait pas la vaccination à la fin, et que il a dû être en contact avec Arte et d'autres médias qui lui ont dit si elles se font pas vacciner à la fin, on ne diffusera pas. Non, je ne pense pas. Je pense que ça c'est de la spéculation, mais Arte n'est que Arte alors de ce que je crois. Nicolas Barthé. Alors attends, je vais te dire qui c'est qui sont les. J'avais noté les producteurs. Qui c'est qui sont là? Qui c'est qui sont? C'est BR, Lichtblick, Film, RTE, RBB, Fairfilm. Effectivement, à la production, il n'y a pas Arte. Voilà, Arte n'a pas produit le film, il est juste diffuseur. Donc voilà. Et c'est surtout lui qui produit son film. Et moi, c'est mon avis, je ne pense pas que le film a été scénarisé. Il a été scénarisé sur la fin, mais lui, il a juste documenté ça. Et il en a fait un film à la fin. Et je pense qu'il n'avait pas prévu de fin particulière. C'est tout. Je m'arrêterai là parce qu'on ne va pas refaire l'émission. Mais voilà. Ouais. C'est mon avis.
Ouais, c'est vrai. C'est merci, peut-être oui. plus probable que ma version. Ouais, c'est peut-être plus probable la tienne. Ouais. Complotiste. Ouais. Eh bien, on va terminer l'émission. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Aussi pour nos auditeurs, que ça vous aura intéressé, interloqué, titillé, etc. Donc merci à tous et à bientôt, Nikox, Trotsky et Vivien. Merci Adine, merci tout le monde. Merci à toi, merci pour ta présentation qui était exceptionnelle. Ouais. Tellement de compliments. Tout ça parce que t'aimerais du relais, hein. Je le sais. T'es la dernière fille de l'équipe. Je trouve que c'est très bien. D'accord. Je veux de l'argent, moi. Alors en là... tout cas, on remercie Loïc qui va faire le montage de cette émission. Bon courage à l'avance. Et merci à tous nos auditeurs d'avoir suivi cet épisode encore une fois. Pour certains de nous suivre, merci beaucoup depuis plusieurs années. Vous pouvez toujours nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Si vous souhaitez continuer la discussion sur le film, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord. On est aussi présent sur Insta, Facebook, etc. Et on se retrouve très vite. Et n'oubliez pas de continuer à regarder les films tout en restant sceptiques. Restons ciné-sceptiques. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci tout le monde. Fabriqué en laboratoire aux États-Unis. Je ne m'intéresse qu'aux faits. Des accusations extraordinaires exigent des preuves. Les faits C'est comme notre la plus fourmi grande du arme Coca-Cola contre la classique. superstition, Et on contre rajoutait des l'ignorance choses dedans. et la tyrannie. Comme scientifique. Les astronautes le savent que la Lune est creuse. Ils ne peuvent pas parler. C'est évident. Cinétique, le podcast cinéma, scepticisme et esprit critique.